Nos manuels d'écoliers, quand ils nous parlaient jadis du drame de la Saint-Barthélemy d'août 1572, survenu au moment le plus intense des guerres de religion, ne nous en cachaient pas l'horreur bien sûr, mais ils lui affectaient, parmi la laïcisation des esprits du temps, une forme d'absurdité. La Saint-Barthélemy conservait, voici une 50aine d'années, en dépit de tels ou tels films qui en ressuscitaient la violence, quelque chose d'un peu abstrait. On s'étonnait, et puis on passait vite. Or, voici que tout a changé dès lors qu'autour de la planète ressurgissait la hideur de massacres intestins du Cambodge au Rwanda et en divers autres lieux ensanglantés. L'historiographie, stimulée par la résurgence de ces drames collectifs, s'en est trouvée renouvelée de divers côtés, sous les plumes les plus brillantes. Et voici que nous arrive l'ouvrage de Jérémy Foa, mon invité ce matin. Il est maître de conférence à l'université d'Aix-Marseille, qui a choisi, selon un parti original, de descendre au plus immédiat, au plus concret de ce qui advint. Les archives notariales et les registres des prisons lui ont permis d'accéder à des crimes de proximité, de voisin à voisin, jusqu'au cœur des familles, et aussi de désigner la poignée d'hommes qui ont suscité la plupart de ces meurtres. Ces crimes n'ont pas surgi brusquement, dans la moiteur d'un soir d'été. Ils ont mûri de longues mains sous l'effet des haines, des propagandes, des fantasmagories. Autrement dit, de forces toujours promptes, jadis comme aujourd'hui, à déchirer la mince pellicule des relations civilisées. Jérémy Foa, en abandonnant, comme il le dit, les palais pour les pavés, nous fait accéder au plus concret d'une épouvante et de ses ressorts. Et du même coup, il rend justice à une cohorte d'anonymes martyrisés. C'est là peut-être, après tout, l'une des tâches les plus honorables de l'histoire telle qu'on peut l'écrire. Et d'abord Ronsard, 1562, à l'origine des guerres de religion, discours des misères de ce temps. Ce monstre arme le fils contre son propre père, et le frère, oh malheur, arme contre son frère, la sœur contre la sœur, et les cousins germains au sang de leurs cousins veulent tremper leurs mains. L'oncle hait son neveu, le serviteur son maître. La femme ne veut plus son mari reconnaître, les enfants sans raison disputent de la foi, et tout à l'abandon va sans ordre et sans loi. L'artisan par ce monstre a laissé sa boutique, le pasteur ses brebis, l'avocat sa pratique, sa nef le marinier, son trafic le marchand, et par lui le prud'homme est devenu méchant. L'écolier se débauche, et de sa faux tortue, le laboureur façonne une dague pointue. Une pique guerrière il fait de son râteau, et l'acier de son coutre il change en un couteau. Morte est l'autorité. Chacun vit à sa guise. Au vice déréglé, la licence est permise, le désir, l'avarice et l'erreur insensée, on sent dessus-dessous le monde renversé. Tout va de pis en pis, le sujet a brisé le serment qu'il devait à son roi mépriser. Ainsi la France court en armes divisées, depuis que la raison n'est plus autorisée. Jérémy Foa, bonjour. Bonjour. Il m'a semblé que ce poème de Ronsard, qui date des débuts des guerres de religion, 1562, lu ici par Jean Negroni sur France Culture le 18 février 1977, que ce discours des misères de ce temps pouvait introduire assez bien à l'ambiance d'une période où vous avez élargi votre enquête. On voit bien avec ce texte de Ronsard combien les contemporains ont été tôt frappés par une guerre qui ne respecte plus la distinction entre le front et l'arrière. La caractéristique d'une guerre civile, c'est cette confusion des espaces. La guerre pénètre les maisons, pénètre les foyers, et ici Ronsard nous dit cela. Il nous dit que la guerre civile, les guerres de religion, entre protestants et catholiques, divisent les frères, opposent le père et le fils. Puisqu'on voit bien aussi dans ce texte, c'est que les guerres de religion sont une guerre de plumes, et que les partis n'hésitent pas à embaucher les meilleurs auteurs. Ici, Ronsard, du côté catholique, qui s'en prend vivement aux protestants, qui l'accusent d'avoir violé la vraie religion. On voit bien enfin dans ce texte
combien Ronsard est ébahi que l'obéissance due au roi soit à ce point méprisée. Pour Ronsard, les protestants sont des rebelles à Dieu, certes, mais sont des rebelles au roi. Ils se sont saisis en 1562 et c'est vraiment le début traumatique qui va expliquer le mécanisme qui va nous guider vers la Saint-Barthélemy. En 1562, les protestants ont lancé cette guerre de religion après le massacre de Vassy et se sont saisis d'Orléans, Lyon, Rouen. Je veux dire d'entrée de jeu que, Jérémy Foix, que ce n'est pas une autre histoire, à vrai dire, des guerres de religion que vous proposez, c'est une histoire des autres. Autrement dit, et d'ailleurs vous vous posez vous-même comme un enquêteur dans ce livre, c'est un ton original, vous avez cherché à aller en profondeur, faire ressurgir les individus, ce qui n'empêche que nous devons peut-être, pour commencer en effet, rappeler le fond de tableau, rappeler ce qu'ont été ces décennies d'épouvantables malheurs, d'épouvantables affrontements à l'intérieur du pays. Vous évoquez le massacre de Vassy, qui remonte à mars 1562. On peut le poser comme un point de départ. C'est l'événement déclencheur de ce qu'on appelle les guerres de religion. Les protestants, depuis janvier 1562, depuis l'édit de janvier voulu par Catherine de Médicis, ont une liberté de conscience totale, ce qui est déjà une révolution, mais une liberté de culte limitée. C'est-à-dire qu'ils ont le droit de prier à condition que ce soit à l'extérieur des centres-villes, dans les faubourgs. Or, les protestants de Vassy, petite ville de Champagne, décident de se réunir en centre-ville pour y prier. Le duc de Guise, qui est un chef militaire catholique, le duc de Guise surprend les protestants, envoient ces hommes, des soldats aguerris, qui pénètrent dans le temple et y passent par le fil de l'épée, hommes, femmes et enfants. Et on considère qu'il y a peut-être 80 à 100 morts. Une sorte d'oradour avant la lettre. Exactement. Et aussitôt d'ailleurs, la polémique protestante est scandalisée, se saisit de l'événement, gravure, pamphlet pour montrer la cruauté du duc de Guise, mais aussi la cruauté de Catherine de Médicis. Catherine de Médicis, c'est la reine d'origine italienne, qui est la mère de 3 rois de France. Voilà, et en l'occurrence, elle est la mère du roi Charles IX, qui est très jeune à ce moment-là, puisqu'il est né en 1550. Donc elle est régente, et c'est elle qui décide de la vie politique du royaume de France. Et la Saint-Barthélemy, dont nous allons parler, intervient 10 ans après Vassy, 10 ans qui sont déjà des années de fer et de sang. On ne peut comprendre la Saint-Barthélemy que précisément en remontant ces 10 ans auparavant. La Saint-Barthélemy arrive comme l'aboutissement d'une décennie de combats, de carnage, de haine recuite, puis de paix contrainte. On ne peut pas comprendre la Saint-Barthélemy en imaginant qu'elle surgit du jour au lendemain. Les esprits ont été chauffés, les familles se sont divisées, et puis les hommes ont acquis un savoir-faire, mais aussi une cruauté sur les champs de bataille des guerres de religion depuis une dizaine d'années. De la cruauté, c'est précisément le titre d'un essai au livre 2 de Montaigne, qui écrit ceci. « Je pouvais avec peine me persuader, avant de l'avoir vu, qu'il eût existé des âmes si farouches, qui pour le seul plaisir du meurtre, le voulussent commettre. Hacher et détrancher les membres d'autrui, aiguiser leur esprit à inventer des tourments inusités et des morts nouvelles, sans inimitié, sans profit, et pour cette seule fin de jouir du plaisant spectacle, des gestes et mouvements pitoyables, des gémissements et voix lamentables d'un homme mourant en angoisse. » J'ai souhaité lire ce texte parce qu'il me paraît figurer assez bien en arrière-plan de tout votre livre et de toutes les descriptions que vous allez nous faire des passions à hauteur des pavés. Ce qui surprend les contemporains, c'est en effet la cruauté, c'est-à-dire ce que Denis Crouzet appelle la mort au-delà de la mort. En 1562, il y a un grand nombre de massacres, Vassy bien sûr, mais aussi à Tours ou à Sens. Et les contemporains, notamment les protestants, se rendent compte qu'on ne se contente pas de tuer les protestants. On est cruel vis-à-vis des protestants. La mort ne suffit pas. Dans les violences, les catholiques radicalisés, arrachent les yeux de leurs victimes, arrachent les langues de leurs victimes, étripent les victimes protestantes. Donc il y a là une cruauté qui frappe les contemporains, car il s'agit de commettre un discours qui est un discours religieux sur le corps des protestants, qui indique les châtiments qui les attendent en enfer. Du coup, il y a aussi des réciproques. Il y a des réciproques, bien sûr, du côté protestant, mais la violence n'emprunte pas les mêmes chemins. La violence protestante ne cherche pas à anticiper
sur le corps des catholiques les violences de l'enfer. Il y a des violences, notamment des violences militaires. Il y a des clercs, des curés qui sont tués en 1567, notamment à Nîmes, avec la célèbre Michelade, qui est un massacre de catholiques par des protestants. Pourquoi Michelade ? Parce que ça se passe à la Saint-Michel. Mais de manière générale, les protestants sont moins nombreux que les catholiques. Ils sont à peu près 10% du royaume de France, c'est-à-dire 2 millions de protestants pour 20 millions de Français. Par conséquent, les violences protestantes prennent un chemin très différent et ils n'expriment pas sur le corps de leurs victimes la cruauté qui est celle des catholiques. Pas parce qu'ils sont plus doux, mais parce que leur imaginaire religieux n'est pas le même. Leur imaginaire n'est pas apocalyptique. Eschatologique. Eschatologique, exactement. C'est ce qu'a décrit très bien Denis Crouzet. C'est que les catholiques de l'époque sont hantés par l'imminence du jugement dernier. C'est pas le cas des calvinistes. Pour les calvinistes, pour Calvin, en un sens, le jugement dernier a déjà eu lieu. Ça s'appelle la prédestination. Dieu a déjà décidé pour les protestants qui étaient sauvés, qui étaient damnés. La grâce. Exactement, c'est la grâce, c'est la providence. Pour les catholiques, et pour ces catholiques notamment radicalisés, il y a une immense angoisse sur est-ce que je serai prêt pour le jugement dernier. Et cette angoisse, à l'occasion des violences, elle va s'exprimer par ce qui apparaît à tous les contemporains, par une immense cruauté. C'est une façon de se désangoisser. C'est une façon de faire advenir le diable devant nous. Si le diable est devant moi dans cet homme que je massacre, dans cet homme que je défigure, il n'est pas en moi. Et je prouve ainsi que je combats contre le diable. Dès 1547, c'est-à-dire plusieurs décennies avant la Saint-Barthélemy dont nous parlons ce matin, des catholiques vont s'en prendre aux Vaudois, c'est-à-dire non pas les habitants du canton de Vaud, mais les disciples de Valdès. C'est une hérésie, et vont en massacrer un grand nombre du côté de Cabrières d'Avignon, de Cavaillon, etc., pour donner le ton. Écoutez cette chanson ultérieure, elle remonte à la fin du XVIe siècle, qui s'appelle « Voyez la grande offense ». Elle est interprétée par Nicole Verville et c'est Victor Apicella qui est à la guitare, une interprétation de 1957. Voyez la grande offense faite par les méchants au pays de Provence contre les innocents, car ils ont mis à mort les chrétiens à grand tort. Entrez dans Cabrières pour la prendre et piller, femmes, filles et chambrières, pour forcer et violer et meurtrir les enfants qui n'avaient pas 3 ans. Par bois, monts et vallées, plusieurs chrétiens ont pris et mené au galet sans avoir rien mépris. Aucuns sont morts de faim, las par faute de pain. Encore davantage, sans ouïr leur raison, les méchants pleins de rage les mènent en prison. À Aix, à Cavaillon, aussi en Avignon. Hélas, hélas, mes frères, ne soyez ébahis en voyant les affaires qu'ainsi sommes haïs. Autant on fait à Christ ainsi qu'il est écrit. On a compris que autant qu'est fait à Christ, ainsi qu'il est écrit, c'est une allusion évidemment à l'Évangile, et on ne dit pas Jésus-Christ. Les protestants sont connus au XVIe siècle pour ne pas dire le Christ, mais pour dire Christ. Alors il faut en venir maintenant, Jérémie Faure, à la Saint-Barthélemy même, peut-être en partant
d'une évolution de l'historiographie qui mérite, je crois, intérêt, qui a été vraiment heurtée depuis le temps même des événements jusqu'à aujourd'hui. On n'a jamais cessé de s'interroger sur la Saint-Barthélemy. Depuis le XVIe siècle, les témoignages, les contemporains sont contradictoires. Mais une lecture assez rapidement s'est mise à accuser Catherine de Médicis et la royauté d'avoir prémédité ce massacre, c'est-à-dire d'avoir organisé un mariage, vous savez, le mariage de Marguerite de Valois avec Henri de Navarre, de la catholique Marguerite de Valois, sa fille, avec le protestant Henri de Navarre, qui a lieu le 18 août 1572, on le voit dans ce magnifique film de Chéreau qui s'appelle La Reine Margot, c'est la scène d'ouverture. Qui défend précisément la thèse de la perversité de Catherine. Tout à fait. En retard sur l'historiographie du moment. Oui, mais qui tire tout son inspiration de la lecture d'Alexandre Dumas, c'est-à-dire d'une historiographie du 19e siècle, qui était nationaliste. Or, Catherine de Médicis est italienne, qui est, il faut bien le dire, un peu misogyne. Or, Catherine de Médicis est une femme, et donc elle est accusée de tous les maux. C'est la légende noire de Catherine de Médicis qui naît aussitôt après le massacre. On accuse Catherine de Médicis d'être la responsable du massacre de la Saint-Barthélemy, d'avoir fait monter les protestants à Paris pour mieux les cueillir. Donc manipulant son fils médiocre. Oui, voilà, Charles IX est un roi jeune, c'est un roi qui a aussi envie de gloire, envie de violence. Ses frères, notamment le duc d'Anjou, se sont illustrés à la guerre, pas lui. Donc c'est quelqu'un qui est aisément manipulable. Catherine de Médicis va être très rapidement chargée de tous les maux et cette historiographie va se prolonger jusqu'au XXe siècle. Le premier à finalement renouveler cette image, c'est Denis Crouzet. Donc Denis Crouzet, qui publie sa thèse au début des années 90. Je l'ai reçu plusieurs fois à ce micro et il faut lui rendre hommage. Une thèse magnifique donc, du début des années 90 qui s'appelle Les guerriers de Dieu. Puis après, il a publié une biographie de Catherine de Médicis et de son chancelier Michel de l'Hospital. Il a montré que loin d'être ces tyrans sanguinaires que l'historiographie s'était plus à dépeindre depuis le XVIe siècle, et en passant par Michelet et Dumas, Catherine de Médicis était une femme de paix. Et toute sa vie, depuis qu'elle est au pouvoir, elle est au pouvoir depuis la mort de son mari Henri II en 1559, toute sa vie, jusqu'à sa mort en 1589, elle n'a eu de cesse de faire la paix dans un pays divisé entre protestants et catholiques. Mais alors, la Saint-Barthélemy, c'était pas exactement l'expression de la paix civile. Alors voilà, là on a une contradiction et elle est très difficile à expliquer. Si c'est pas Catherine de Médicis qui a commis le massacre, et c'est ma thèse, c'est aussi la thèse de Denis Crouzet, que s'est-il passé ? Alors on peut dire que une chose est certaine, c'est que dans la nuit du 23 au 24 août 1572, des soldats sortent du Louvre pour aller massacrer Coligny, pour aller tuer l'amiral protestant Coligny. Qui a donné l'ordre ? Probablement Catherine de Médicis et son fils. La Saint-Barthélemy, elle naît de cette proscription initiale. De quelques chefs. De quelques chefs. On s'en tiendra là. Et on pense qu'on s'en tiendra là. Alors on peut dire que c'est une maladresse, qu'elle a sous-estimé l'état de tension de la capitale. Ces protestants, ces chefs militaires protestants, menacés de se révolter, menacés de reprendre les armes. Pourquoi ? Il faut remonter quelques jours auparavant, le 22 août 1572, il y a eu un attentat contre l'amiral de Coligny. Un tireur embusqué tire sur l'amiral, le rate, lui arrache quelques doigts de la main. Les protestants qui sont montés à Paris pour le mariage sont furieux, accusent Catherine de Médicis de les avoir pris au piège, disent on va quitter Paris, reprendre les armes et relancer une nouvelle guerre. C'est-à-dire qu'elle arrive ici à l'opposé du projet de mariage, une nouvelle guerre. Pour éviter cette nouvelle guerre, et c'est la thèse de Denis Crouzet, par un geste d'amour pour ses sujets, pour éviter à ses sujets une nouvelle guerre, elle décide de supprimer une vingtaine de chefs militaires protestants. C'est assez typique du XVIe siècle, les listes de proscription. C'est une technique politique qui n'est pas glorieuse, mais qui est assez typique. Déjà dans la Rome républicaine. Déjà dans la Rome républicaine. On sait que les seuils d'acceptation de la violence sous l'Ancien Régime, au XVIe siècle, ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Catherine de Médicis décide cette liste de proscription, sortent du Louvre des soldats, qui passent par les âmes d'abord Coligny, et puis, dans des conditions atroces, il est passé par la fenêtre, il tombe par terre, il est émasculé, décapité, puis pendu au gibet de Montfaucon, aux yeux de tous. Et finalement, c'est cette visibilité de la violence royale qui va amener le massacre à dégénérer. Quand les Parisiens, et notamment les Parisiens catholiques, fanatiques, chauffés par leur curé, voient des soldats royaux, des hommes du duc de Guise,
tuer les chefs protestants, ils se disent mais on a le droit de faire la même chose. Donc Catherine de Médicis n'aurait pas prévu cette évolution. Et c'est cette évolution-là, ce passage vers d'autres tueurs que nous allons considérer, mais pas sans revenir une dernière fois sur ce qu'était l'arrière-plan de cette France divisée. Et il faut évidemment qu'on donne la parole à Agrippa d'Aubigné, protestant et grand poète, homme d'armes et de grands coups d'épée, et qui nous offre ces vers célèbres. Je veux peindre la France, une mère affligée, avec évidemment la métaphore des deux enfants qui se disputent le lait maternel, à peu près comme Jacob et Isaü, fils de Rebecca, dans la Bible. C'est une lecture d'Emmanuel Riva. Je veux peindre la France, une mère affligée, qui est entre ses bras de deux enfants chargés. Le plus fort, orgueilleux, empoigne les deux bouts des tétins nourriciers. Puis, à force de coups d'ongles, de poings, de pieds, il brise le partage dont nature donnait à son besson l'usage. Ce voleur acharné, cet éso malheureux, fait dégât du doux lait qui doit nourrir les deux, si que, pour arracher à son frère la vie, il méprise la sienne et n'en a plus d'envie. Mais son Jacob, pressé d'avoir jeûné Mésui, ayant dompté longtemps en son cœur son ennui, à la fin se défend, et sa juste colère rend à l'autre un combat dont le champ est la mer. Ni les soupirs ardents, les pitoyables cris, ni les pleurs réchauffés ne calment leurs esprits. Mais leur rage les guide et leur poison les trouble, si bien que leur courroux par leurs coups se redouble. Leur conflit se rallume et fait si furieux que d'un gauche malheur ils se crèvent les yeux. Cette femme éplorée en sa douleur plus forte succombe à la douleur mi-vivante, mi-morte. Elle voit les mutins tout déchirés, sanglants, qui, ainsi que du cœur, des mains se vont cherchant. Quand, pressant à son sein d'une amour maternel celui qui a le droit et la juste querelle, elle veut le sauver, l'autre qui n'est pas là viole en poursuivant l'asile de ses bras. A donc se perd le lait, le suc de sa poitrine, puis, aux derniers abois de sa proche ruine, elle dit « Vous avez fait long, ensanglanté le sein qui vous nourrit et qui vous a porté. Or, vivez de venin, sanglante géniture, je n'ai plus que du sang pour votre nourriture. » Je n'ai plus que du sang pour votre nourriture, Jérémie Foa. Ce pourrait être l'épigraphe de votre ouvrage. Oui, c'est vrai que l'image du sang a frappé les contemporains et on a par exemple dépeint la Seine pendant le massacre de la Saint-Barthélemy comme rouge de sang, tellement elle avait été gorgée des cadavres protestants lancés depuis les ponts et qui miment ainsi la chute des âmes en enfer. Les arbalètes ayant contribué à tuer les nageurs et les Parisiens, du coup, n'ayant plus pu consommer de poissons pour un certain temps. Oui, c'est ce que certains témoins disent. On dit aussi que les cadavres protestants ont dérivé jusqu'à Rouen. Vous faites décidément, Jérémie Foa, une histoire au ras du sol et on peut dire au ras du sang. J'ai voulu sortir du Louvre, sortir de la problématique habituelle de ce massacre qui s'est toujours demandé qui a donné l'ordre. Et je me suis dit finalement, c'est peut-être pas la question la plus intéressante. En tout cas, c'est pas ma question. Ma question est qui, sur le terrain, dans les rues de Paris ou de Lyon ou de Toulouse... Oui, car la Saint-Barthélemy a été diffusée dans d'autres grandes villes de France. On l'oublie souvent. Dans une dizaine de grandes villes françaises. Qui est capable, dans la rue, de tuer un protestant? Et ça doit amener à poser une autre question. Qui est capable de reconnaître un protestant dans la rue au XVIe siècle? Quand on part du principe que Catherine de Médicis, Charles IX ou le duc de Guise ignorent qui est protestant à Paris, ignorent où ils habitent, on n'est pas dans une société bureaucratisée, on n'est pas dans une société informatisée, le pouvoir ne sait pas. Qui sait? Qui est capable de reconnaître un protestant? Un protestant, ça ressemble à un catholique, à s'y méprendre. Les voisins. Et là, c'est finalement le cœur de ma thèse. Seuls les voisins ont pu constater que telle personne dans la rue n'allait pas à la messe le dimanche. Catherine de Médicis l'ignore. Seuls les voisins ont pu constater que telle personne n'avait pas emmené ses enfants à baptiser par le curé, mais était sortie de la ville pour faire baptiser leurs enfants. Ce savoir-là, c'est un savoir qui est vicinal. Seuls
les bourgeois de Paris sont capables de dire telle personne est protestante, elle habite ici. Seules ces personnes-là, le soir du massacre, vont être capables de mettre à mort leurs voisins. Et ça, cette problématique, elle m'est venue à la lecture, par exemple, des travaux d'Hélène Dumas sur le génocide des Tutsis du Rwanda, qui dit la même chose. Elle montre bien que ce n'est pas une guerre ethnique qui serait familière au continent africain, mais une idéologie meurtrière qui est mue par une utopie externisatrice et qui est fondée sur ces rapports de proximité immédiate. Voilà, elle développe ce concept qui m'a paru pertinent pour penser le XVIe siècle, même si évidemment c'est pas la même chose, hein, le génocide des Tutsis du Rwanda et le massacre de la Saint-Barthélemy. Mais ce concept de massacre de proximité m'a paru particulièrement pertinent pour ceci. De la même manière que seuls les voisins Hutus sont capables de reconnaître les Tutsis, seuls les voisins catholiques sont capables de reconnaître les voisins protestants. On vient de citer Agrippa d'Aubigné. Agrippa d'Aubigné n'est pas un témoin du massacre, mais il a beaucoup publié sur le massacre. Et dans une de ses poésies, il décrit des hommes dans ce qu'il appelle la vallée de misère, en train de massacrer les protestants. Il donne des noms, Tanchou, Croisier. Et à partir de ces noms, je me suis interrogé, mais si finalement, on était jusqu'à présent passé complètement à côté des coupables, alors que Aubigné nous les donne. J'ai commencé à partir d'Agrippa d'Aubigné, à partir de cet indice, vallée de misère, Tanchou, Croisier, Pezou. Est-ce que ces noms, je vais les retrouver dans les archives? Et je les ai retrouvés. Hein. Il se trouve qu'on a quelqu'un qui s'appelle Thomas Croisier, qui est orfèvre. Et les orfèvres habitaient très souvent vallée de misère. La vallée de misère, aujourd'hui, c'est le quai de la Mégisserie, en bord de Seine. Et ce Thomas Croisier, bon bourgeois de Paris, orfèvre, est un milicien, et ça fait une dizaine d'années qu'il s'entraîne à persécuter les protestants, à les jeter en prison, à les harceler, à les bannir, avec ses amis, avec Nicolas Pezou, avec Claude Chenet, qui est brodeur. Ils sont capables très rapidement de dire « je vais aller à telle maison, arrêter telle personne, puis le massacrer ». On a donc, à partir d'Agrippa d'Aubigné, et grâce aux archives notariales, la possibilité de singulariser et de donner aussi bien des noms aux victimes que des noms aux tueurs. Et c'est ça qui est très important aussi dans la conceptualisation de ce massacre de proximité. On n'a pas une foule anonyme. Vous contredisez la légende d'une révolte populaire qui serait incontrôlée. Ouais. Ça, c'est très neuf. Au fond, c'est parce que, écrivez-vous, la Saint-Barthélemy a un air de déjà-vu qu'elle a réussi si bien. Exactement. Je pense que c'est décisif pour comprendre le massacre de la Saint-Barthélemy. Ces gestes-là ont déjà eu lieu. C'est-à-dire que ces voisins protestants ont déjà été arrêtés par leurs voisins catholiques. Ils ont été arrêtés en 1562, en 1567, en 1568. Ce qui fait un harcèlement. Et ce harcèlement, il prépare aussi bien les tueurs que les victimes. Il y a finalement, pour comprendre l'efficacité, c'est tragique, mais c'est le terme, pour comprendre l'efficacité du massacre de la Saint-Barthélemy, il faut poser ce double habitus, si vous voulez, ce double savoir-faire. Il y a un habitus des tueurs qui s'entraînent depuis longtemps à reconnaître les protestants, à savoir où ils habitent, à savoir les interpeller, à savoir les jeter en prison, habitus des tueurs, et puis habitus des victimes aussi. Ces personnes-là sont habituées à être harcelées par leurs voisins. C'est ça qui est très étonnant avec la Saint-Barthélemy, c'est autant on voit les tueurs agir collectivement, agir avec leurs proches, agir comme un groupe de tueurs, de catholiques fanatiques, autant les protestants se laissent prendre sans réagir. On ne voit pas le groupe protestant exister. On voit des individus qui, par habitude du harcèlement de leurs voisins, se laissent mener en prison sans réagir. C'est-à-dire que l'habitude de la persécution les conduit à mal anticiper ce qui les attend. Ils imaginent que, comme d'habitude, ce voisin va les jeter en prison. Il y a quelque chose de très surprenant dans la Saint-Barthélemy qui est mentionné par Simon Goulart, c'est la clochette. Dans plusieurs endroits de Simon Goulart, il faut rappeler que c'est un bourgeois de l'époque et qu'il a laissé des mémoires de l'État de France sous Charles IX. Je vous en donnerai tout à l'heure à entendre un propos. Exactement. Et Simon Goulart raconte à plusieurs reprises dans son texte que les assassins tirent la clochette, tirent la sonnette. Et ça m'a interpellé. Qu'est-ce que ça veut dire que ce massacre poli, ce massacre civilisé? On n'a pas des mercenaires qui défoncent des portes. On a des voisins qui sonnent à la porte et une victime qui descend. Il me semble qu'il y a là un symptôme, qui est le symptôme de la guerre civile, des voisins qui ouvrent à leurs voisins parce qu'elles les connaissent. C'est ça qui nous dit. Sonner à la clochette, ouvrir à son tueur,
Ça décrit un massacre de proximité, un massacre entre voisins. La victime connaissait son tueur et elle lui a ouvert la porte. Et elle lui a ouvert la porte, 1, parce que c'était son voisin, 2, parce qu'elle était habituée à être interpellée, harassée par ce voisin. Donc vous voyez ici comment on ne peut pas comprendre la Saint-Barthélemy si on ne remonte pas au moins à 1562 et à la décennie de persécutions antérieures qui ont fait que d'un côté, les tueurs se sont fait la main, de l'autre, les victimes elles-mêmes ont incorporé leurs conditions de victimes, ont appris à être harcelées par leurs voisins et finalement se laissent conduire aux prisons en imaginant que, comme d'habitude, elles vont rester 1 mois, 2 mois, 3 mois en prison et puis qu'elles vont finir par en sortir. La différence, et c'est une différence inouïe de la Saint-Barthélemy avec les années antérieures, c'est que cette fois-ci on n'en sort pas. Les protestants sont massacrés. Vous parliez de Simon Goulard, Jérémy Faure, eh bien le voilà un court extrait de ses mémoires, lu ici par Daniel Königsberg. C'est un extrait du cours de l'histoire de Xavier Mauduit, tout récent, sur France Culture, le 11 octobre 2021. Simon Goulard. Mon oncle sait aujourd'hui qu'il faut que vous et ma tante, qui avez été tant opiniâtres, alliés à tous les diables. Et sans respect de parentage, ni d'excuse quelconque, les firent promptement habiller, puis les menèrent à l'abreuvoir Poupin. La femme, fort résolue et d'un visage constant, en sortant de sa maison, donna son demi-sain d'argent à une buandière qu'elle connaissait, puis encouragea son mari par les chemins. Étant au lieu de leur supplice, ils furent assommés, et leurs propres neveux y mirent la main, puis on jeta leur corps en l'eau. France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Témoignage de première main. Témoignage de première main, Simon Goulard a récolté des lettres rédigées par des rescapés du massacre de la Saint-Barthélemy. Cette histoire qu'il raconte ici est particulièrement poignante. Moi, elle m'a ému. C'est l'histoire de Marie Passard et de son mari. Marie Passard, c'est une protestante. Elle habite rue Saint-Denis. Elle a déjà été arrêtée. Elle a déjà été arrêtée en 1569. C'est pour ça que je connais cette histoire. En 1569, elle est arrêtée par Thomas Croisier, le futur massacreur de la Saint-Barthélemy. Elle est jetée en prison, elle écrit au Parlement en disant qu'elle est enceinte et qu'elle a 8 enfants. Elle demande à sortir, mais elle ne veut pas abjurer. Le Parlement l'autorise à sortir à condition qu'elle tienne résidence chez son beau-frère qui est catholique. Son beau-frère, il s'appelle Jacques Lepeultre. Elle passe l'été chez son beau-frère catholique Lepeultre. Le soir du massacre, 24 août 1572, l'histoire que raconte Simon Goulard, c'est même Lepeultre qui ont hébergé leur tante, qui se rendent chez elle et qui la conduisent au fleuve et qui l'assomment. On a ici le cœur du massacre de proximité. Les Lepeultre catholiques se servent des informations qu'ils ont, des informations familiales qu'ils ont, pour se rendre directement chez leur victime, Marie Passard, pour la conduire au fleuve et l'assommer. Dans ce passage de Goulard, ce qui me frappe, et je pense que ça décrit très bien ce que c'est que ce massacre, c'est la coexistence entre des précautions presque familiales. Ma tante, habillez-vous. Ma tante, habillez-vous. C'est très étonnant de parler ainsi à sa victime, habillez-vous. Pourquoi on prend la précaution de faire habiller des gens qu'on va finalement massacrer? Ici, ça dit vraiment l'intimité qui lie les tueurs et les tués. Il y a une coexistence très surprenante de douceur et de brutalité, de précaution et de cruauté pour des gens que finalement on mène au fleuve, au lieu même où on assommait les bestiaux. Mais on ne peut pas faire l'économie d'un rapprochement avec, là encore, le Rwanda et peut-être aussi des moments des persécutions antisémites à d'autres périodes. C'est vrai que quand on écrit cette histoire, quand on est un historien ou une historienne du XXIe siècle, on est forcément traversé par des images, des drames qui ont ensanglanté la France du XXe siècle ou le continent africain plus récemment. J'ai essayé, moi, dans mon livre, d'assumer finalement ces échos, de ne pas les passer sous le tapis, d'assumer peut-être les anachronismes qui traversent le propos de l'historien, en tout cas d'assumer les millefeuilles de temps, et de dire que oui, quand moi j'écris sur des enfants raflés, puis persécutés au XVIe siècle, je pense, et je ne peux pas faire autrement que penser à la rafle du Veldiv, à ces enfants juifs dénoncés, puis qui sont morts à Auschwitz, sans dire que la Saint-Barthélemy et la Shoah, c'est la même chose, évidemment, ça n'a rien à voir. Mais j'essaie d'assumer les images, les échos,
les bruits de fond qui sont les miens, et je pense qu'il vaut mieux les assumer que les passer sous le tapis. Ça nous convient très bien ici. Votre table des matières est à cet égard éclairante. Parmi tous les titres de chapitres qui ne refusent en rien les échos aujourd'hui, je vois que l'un d'entre eux s'appelle « Au revoir les enfants », ce qui renvoie évidemment directement au film fameux de Louis Malle. J'ai voulu, par des effets de titres, qui sont aussi des effets littéraires, rendre sensible au lecteur finalement les images qui traversent aussi l'historien qui travaille sur ces périodes anciennes. Mon nom est personne, Antoinette femme battue, le lapsus de l'archiviste, le sacrifice d'Abraham, le petit enfant au maillet, et même les grands cimetières sous la tour Eiffel. Ça évoque à la fois Bernanos, c'est l'exposition de 89. Là, vous prenez des risques, mon cher confrère. J'essaie d'avoir des dérapages contrôlés. Ça nous convient assez bien ici dans cette émission compte tenu de son principe. Dans les grands cimetières sous la tour Eiffel, à la fois c'est un hommage à Bernanos et à son travail sur la guerre d'Espagne. C'est aussi l'occasion d'évoquer ce que sont devenus les corps protestants. Les corps protestants ont été jetés à la Seine et puis ils sont dérivés. Et vous savez que la Seine imprime un coude au niveau de Chaillot, là où précisément, quelques siècles plus tard, la tour Eiffel allait être érigée. Et c'est là où la Seine imprime un coude que les cadavres se sont échoués. Et donc on a trouvé ici 1 millier de cadavres protestants qui ont été enterrés à la va-vite dans une île qui s'appelle l'île Mackerel. Quelques siècles plus tard, on a érigé ici la tour Eiffel, et j'aime à penser que la tour Eiffel, ce symbole de la France, est une sorte de monument funéraire d'acier à la mémoire des Huguenots assassinés en 1572. Il faut ajouter, il faut préciser, il faut compléter votre propos en disant que dans votre enquête, encore une fois c'est une enquête au plus près des archives, des écrous des prisons et des archives notariales, vous avez aussi relevé en sens inverse des cas de générosité qui ne sont pas sans évoquer comportement des justes, par exemple. Je pense évidemment à la rafle du Veldiv que Laurent Joly est en train d'éclairer par un livre qui va paraître prochainement et qui sera très précieux. Un certain nombre d'enfants de familles juives ont été sauvés par les gestes des agents de police qui leur dit petit file, j'en connais des cas, file en haut chez l'autre, etc. Donc vous avez aussi du sauvetage. Tout n'est pas sombre et noir dans votre humanité que vous restituez. Jérémy Foa. Et il me paraît même tout à fait important de dire que seule une poignée d'hommes a tué. Pour moi, les responsables de la Saint-Barthélemy à Paris, ceux qui ont du sang sur les mains, ils sont une vingtaine. Donc d'un côté, on a une vingtaine de bourreaux, mais à l'autre extrémité, on a aussi une poignée de justes, un terme qu'on peut utiliser de manière anachronique pour parler de ces voisins qui, par exemple, n'ont pas hésité à cacher dans leur grenier une quarantaine de protestants. On peut citer un nom, Jean de Tambonneau, qui est conseiller au Parlement, qui, avec sa femme, cache sur l'île de la Cité à Paris plus de 40 protestants dans leur grenier, dans leur cave, et qui vont leur acheter à manger, et ainsi ils les sauvent. On a aussi des voisins qui vont devant notaire certifier que leur voisin est un bon catholique. Certificat de catholicité. Faux. Ça évoque tout à fait l'occupation. Tout à fait. Des faux papiers. Ce sont des faux papiers. Ce sont des mensonges devant notaire. C'est très fort de faire un mensonge devant notaire au XVIe siècle. C'est très fort, en plein cœur d'un massacre, de se déplacer, de risquer sa vie pour sortir dans Paris, aller chez le notaire et dire « ce voisin, je l'ai vu à la messe, donc il est catholique », alors que tout le monde sait que le voisin pour qui ils écrivent ce faux certificat est un protestant. Donc on a quelques gestes ici de générosité. On a deux pôles finalement, d'un côté les tueurs, de l'autre les justes, très peu de tueurs, très peu de justes, et au milieu, une infinité de gestes possibles face au massacre. On a ceux qui ne tuent pas mais qui profitent du crime, qui viennent piller les Huguenots. On a ceux qui se réjouissent en silence mais qui ne tuent pas. On a ceux qui sont dégoûtés mais qui ne disent rien. On a ceux qui sauvent. Donc il me paraît très important de restituer, même dans une crise aussi radicale que la Saint-Barthélemy, ce qu'on peut appeler peut-être de manière philosophique la liberté. Les tueurs sont libres de tuer. Et les justes de sauver. Et les justes de sauver. Et puis il y a tout ce monde intermédiaire, effectivement, de ceux qui en profitent pour piller. Ça, c'est très frappant et ça évoque aussi beaucoup de moments de l'occupation. La Saint-Barthélemy est un gigantesque
pillage. Toutes les maisons protestantes, aussi bien à Paris qu'à Toulouse par exemple, sont pillées. Ça ne veut pas dire que l'argent ou la motivation économique est la motivation première, certainement pas. La motivation première est religieuse, mais qu'il y a là des opportunités et que une grande partie des habitants de l'époque, des habitants catholiques de l'époque, saisissent ces opportunités pour s'enrichir. À Toulouse, au lendemain du massacre de la Saint-Barthélemy, on a des commissaires qui sont envoyés dans chaque maison de rescapés pour confisquer tous les biens qui restent aux mains des veuves ou aux mains des veufs. C'est un pillage, une spoliation légale pour conduire la guerre. Vous évoquez d'autres villes, nous le faisions déjà tout à l'heure, Toulouse, Lyon par exemple, où il y a des sortes de Saint-Barthélemy qui se déroulent. Et puis il y a d'autres villes au contraire où rien ne se passe. Et le sentiment prévaut que là encore, les élites, un petit groupe de gens ont pu contribuer à faire tomber le sort du bon côté, contrairement à ce qui s'est passé à Paris. Dans la plupart des villes de France, il n'y a pas de Saint-Barthélemy. Finalement, ce sont les Saint-Barthélemy qui sont une exception dans le royaume de France. Dans un certain nombre de grandes villes françaises, il ne se passe rien. C'est le cas à Limoges, c'est le cas à Clermont. Alors ça a interrogé les historiens. Quelqu'un qui s'appelle Michel Cassan, qui est un historien des guerres de religion, a proposé le concept de non-Saint-Barthélemy. Évidemment, quand il ne se passe rien, en réalité, il se passe quelque chose, et vous avez raison. Il faut que des acteurs agissent pour qu'il ne se passe rien. Il faut que soit des gouverneurs généreux, soit des maires puissants décident de protéger les protestants. Dans la plupart de ces villes, les protestants sont jetés en prison. Dit-on, pour les protéger, ou pour se protéger d'eux-mêmes. Mais dans des villes comme à Clermont, par exemple, Clermont en Auvergne, les protestants sont enfermés et il ne leur arrive rien, ils sont ainsi protégés. Dans d'autres villes, comme à Toulouse ou à Lyon, les protestants sont enfermés et c'est précisément aux prisons, sur une population désarmée et affaiblie, qu'on vient saisir les victimes protestantes. Tous ces tueurs dont vous restituez la noirceur, Jérémie Foa, la plupart sont morts dans leur lit, paisiblement. Presque tous sont morts dans leur lit. Ce qui est surprenant, les protestants, dans leur livre, imaginent une fin terrible pour eux, décrivant leur bourreau avec les yeux pleins de sang, vomissant du sang. C'est pas du tout ce qui se passe. La plupart des tueurs sont morts dans leur lit de leur belle mort, 30 ans ou 40 ans après la Saint-Barthélemy. Non seulement ils n'ont jamais été poursuivis, puisqu'il y a une amnistie au lendemain de la Saint-Barthélemy, on oublie, mais ils ont été gratifiés. Et ça, c'est plus surprenant. Quelqu'un comme Nicolas Pezou, par exemple, qui est un des tueurs de Paris les plus sanguinaires, il avoue avoir tué 120 personnes. Nicolas Pezou, en janvier 1573, est fait prévôt général de Languedoc, ce qui est une gratification tout à fait étonnante quand on connaît son pédigré. Thomas Croisier, le pire des bourreaux de la Saint-Barthélemy, rachète une magnifique maison. Celle d'un protestant, j'imagine ? Pire que ça, celle d'une de ses victimes protestante, qui s'appelait Mathurin Lusso, qu'il est célèbre pour avoir tué de ses propres mains. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, Thomas Croisier, qui habite la maison de sa victime. Non seulement il meurt dans son lit, mais il meurt dans le lit d'un autre, il meurt dans le lit d'un protestant. Une autre chose frappe le lecteur quand il s'empare de votre livre, Jérémie Foa, c'est la concomitance par rapport à ces horreurs, ces massacres, d'une vie paisible qui continue à côté. Évidemment, ça ressort des archives de ces 80 notaires que vous avez explorés. Quand on dépouille les archives des notaires, 80 à Paris, une dizaine à Lyon, à Toulouse, à Rouen, ce qui frappe et ce qui désespère en même temps le chercheur, c'est que l'immense masse documentaire produite le 25 août, le 26 août, le 27 août, parle de tout, sauf du massacre. Et c'est vrai que quand moi je suis allé aux archives, ce que je cherchais, c'était le massacre, c'était la violence, c'était le sang. On se marie, on baptise. Or, chez les notaires, on se marie, on achète des chevaux, on met ses enfants en apprentissage, et ça, dès le 25 août, le 26 août. Ça veut dire qu'il y a une vie, et une vie massive, ordinaire, qui continue, une routine qui continue pendant le massacre, aussi bien à Paris, à Toulouse qu'à Rouen. Et ça pose problème. Comment interpréter ça ? Qu'est-ce que ça veut dire mettre son fils en apprentissage le 25 août, tandis que vos voisins se font égorger? Qu'est-ce que ça veut dire acheter un appartement le 26 août, tandis que vos voisins sont raflés? Est-ce que c'est la preuve d'un égoïsme, d'une indifférence totale, d'une indifférence morale des habitants face au sort de leurs voisins? C'est une lecture possible et probablement pertinente dans certains cas.
On peut aussi dire, si on fait une lecture plus généreuse de l'humanité, que poursuivre sa routine, c'est une façon de ne pas rentrer dans le massacre. C'est dire, moi j'ai quelque chose à faire, j'ai un boulot à tenir, je dois mettre mon fils en apprentissage, je dois payer mon loyer, je ne peux pas aller massacrer. Il y a une façon de ne pas rentrer dans le massacre en poursuivant sa routine. Je pense que les deux lectures cohabitent. On a une masse d'indifférents qu'on peut taxer d'égoïstes, et puis aussi un certain nombre d'entre eux qui ont choisi de regarder ailleurs pour ne pas devenir des tueurs. Vous iriez jusqu'à dire que cette passivité est une forme de générosité ? Ça peut être une lecture généreuse de ce type de comportement. Encore une fois, ça cohabite avec une lecture qui, malheureusement, est beaucoup moins positive. Je voudrais que nous terminions notre conversation, Jérémy Foa, en évoquant l'histoire de la Saint-Barthélemy après coup. Je veux dire ce qu'il en est resté depuis le temps même. Elle a émergé dans les mémoires, spécialement au moment de la Révolution française. Et comme dernière archive, je voudrais faire entendre un extrait de la tragédie qui a eu beaucoup de succès en 1789, qui s'appelait Charles IX ou la Saint-Barthélemy. C'est une œuvre de Marie-Joseph Chénier, le frère d'André Chénier, mise ici en scène par Sylvia Montfort, avec Simon Haine et Michel Etcheverry dans Prestige du théâtre de Léon Chancerelle, une émission du 30 octobre 1963. On savait à l'époque manier les alexandrins. C'est Henri IV qui s'adresse à la fois à Charles IX et à Catherine de Médicis, sur un ton que vous allez découvrir. Ainsi par vous la France est avilie. Ainsi vous flétrissez le nom de Médicis. Vous renversez nos lois, vous perdez votre fils, vous perdez tout l'État, reine et mère coupable. Consommez vos destins, monarque déplorable. Ah, des devoirs d'un roi qui ne serait jaloux. Rendre son peuple heureux est un bonheur si doux. Et vous, de vos sujets, destructeurs inflexibles, roi d'un peuple vaillant, bon, généreux, sensible, vous vous rendez l'effroi de ce peuple indigné. Et sur le trône, assis, vous n'avez point régné. D'un forfait sans exemple, infortuné complice, vous n'éviterez pas votre juste supplice. Il a commencé. Et je vois dans vos yeux égarés le désespoir des cœurs en secret déchirés. Eh bien, vous n'avez fait que la moitié du crime. Je respire. Il vous reste encore une victime. Prenez-la. Mais bientôt, le ciel va vous punir. À tant d'infortunés, le ciel va vous unir. Votre front est marqué du sceau de sa colère. Un repentir tardif vous parle et vous éclaire. Ce sentiment affreux précipitant vos jours au sein des voluptés en corrompra le cours. Vous craindrez et la France, et vous-même, et la vie. À Coligny mourant, vous porterez en vie. Le sommeil, ce seul bien qui reste aux malheureux, n'interrompra jamais vos ennuis douloureux. Pour de nouveaux tourments, vous veillerez sans cesse. Et quand la mort viendra frapper votre jeunesse, vous chercherez partout des yeux consolateurs, et vous verrez non plus vos indignes flatteurs, mais de vos attentats l'épouvantable image, mais votre lit de mort, entouré de carnage, vos sujets massacrés s'élevant contre vous, le juge incorruptible, enflammé de courroux, la France, applaudissant au trépas de son maître, à vos derniers soupirs commençant à renaître, et votre nom royal à l'opprobre livré, et l'éternel supplice aux méchants préparé, vous gémirez alors. Vos plaintes inutiles, vos remords impuissants, vos souffrances stériles, vengeront les Français et le ciel offensé, et vous rendrez le sang que vous avez versé. Marie-Joseph Chénier, 1789. Alors Jérémy Foa, la date est importante. Les protestants comptent dans la Révolution française, et puis même si Louis XVI est encore en place, les choses bougent vite. Dès l'époque des Lumières, la Saint-Barthélemy va être réutilisée dans le combat contre l'intolérance et dans le combat contre les ténèbres. Voltaire dit dans ses écrits qu'il est pris de fièvre tous les 24 août en souvenir de la Saint-Barthélemy. Donc la Saint-Barthélemy obsède Voltaire et elle va être embrigadée dans le combat des Lumières contre deux éléments. D'abord le combat des Lumières contre la religion. Voilà ce que fait la religion quand elle n'est pas tenue. Voilà ce qu'il arrive d'un peuple superstitieux
C'est le propos de Voltaire, et la Saint-Barthélemy sert bien à illustrer ceci. Écraser l'infâme. Écraser l'infâme. L'autre combat des Lumières, et on le voit ici avec la Révolution française, dans lequel la Saint-Barthélemy est utilisée, c'est un combat contre la tyrannie. Voilà ce que font les tyrans. Voilà ce que fait un monarque qui n'est pas contrôlé. Voilà ce que fait un monarque qui n'est pas un monarque éclairé. Donc la Saint-Barthélemy va servir, et c'est un combat qui me semble tout à fait pertinent, va servir à éclairer à la fois les dérives de l'autorité monarchique et les dérives de la religion, qui est ici taxée de superstition. C'est une lecture de la Saint-Barthélemy qui est toujours valide au long du XIXe siècle, y compris au cœur des manuels que j'évoquais tout à l'heure. Tout au long du XIXe siècle, et bien sûr, la figure la plus importante de cette lecture, c'est Michelet. Tout au long du XIXe siècle, la Saint-Barthélemy va servir de preuve des dérives de la religion, mais aussi dans le combat de la République, dans le combat des républicains contre la monarchie. La Saint-Barthélemy est toujours un passage de choix. Victor Hugo aussi. Victor Hugo aussi. L'imagerie populaire, d'ailleurs, contribue à perpétuer ce regard sur la Saint-Barthélemy, regard qui nous paraît aujourd'hui simpliste, mais qui, en soi, est déjà un moteur de l'histoire. Oui, puis toujours avec cette opposition entre le bon roi Henri, qui est ici chez Chénier, le bon roi Henri, qui est le roi de paix, qui est le roi du retour de l'abondance, le roi de la poule au pot qu'on trouve dans tous les manuels, qui est opposé dans cette espèce de légende dorée des Bourbons à la légende noire des Valois. On va se servir finalement des Valois pour construire la légitimité des Bourbons et pour construire cette image du bon roi Henri qui a toutes les vertus pour construire une nation. C'est celui qui a tendu la main aux protestants avec l'édit de Nantes. C'est le roi qui a rétabli la concorde, le roi qui s'est converti. Voilà, donc c'est Paris vaut bien une messe. Exactement. C'est une image très positive à une époque où on veut construire une nation, et puis c'est le roi du retour de l'abondance. C'est-à-dire que avec Henri IV, les disettes, mais aussi les maladies, la peste cessent. Donc c'est une image qui évidemment est très utile pour tous les politiques et pour tous les philosophes, qui va être systématiquement opposée à la légende noire des Valois, de Catherine de Médicis. On peut aussi dire, me semble-t-il, que par-delà ces descriptions d'horreur et tout ce qu'elles peuvent enseigner sur une certaine anthropologie du crime et des comportements collectifs, on peut dire aussi que l'événement de la Saint-Barthélemy a contribué à faire un recul du protestantisme et à faire que le pays n'a pas été bireligieux, en somme. Oui, la Saint-Barthélemy sonne la fin de la dynamique protestante en France. On aurait pu croire dans les années 1550, 1560, au regard de la dynamique calviniste, que la France bascule. C'était pas impossible. Le protestantisme séduit des grandes familles aristocratiques dans les années 1560. La Saint-Barthélemy met un terme à cette dynamique. On a d'abord beaucoup de morts, mais surtout beaucoup d'abjurations. Les protestants, par peur d'être massacrés, abjurent par milliers, par dizaines de milliers. À partir de la Saint-Barthélemy, il est évident que le protestantisme restera en France une religion minoritaire. On peut conclure que Paris a gardé assez peu de traces finalement de la Saint-Barthélemy dans cette géographie que vous faites revivre, Jérémy Foix. Mais quand même, en 2016, la maire de Paris, Anne Hidalgo, en présence du pasteur Claveroli, a déposé une plaque sur le mur de soutien de la statue d'Henri IV, près du square du Vert Galant, avec ces deux vers d'Agrippa d'Aubigné que nous allons retrouver pour finir. « Jour qui avec horreur parmi les jours se compte, qui se marque de rouge et rougit de sa honte. » Vous acceptez ces vers pour conclure notre propos ? Vers magnifiques qui me paraissent tout à fait appropriés. Votre ouvrage, Jérémy